Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, de passage à Paris pour une conférence sur l'éducation à l'UNESCO, le message du pape François aux habitants de Bosnie-Herzégovine à l'approche de son voyage samedi, et puis un reportage à Lyon sur l'habitat intergénérationnel. Cyril Lepeigneux prendra le relais avec le dossier, accompagné de 2 journalistes. Alors Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? Alors dans quelques minutes, avec donc 2 confrères venus de La Croix et de Radio Notre-Dame, nous parlerons du traitement médiatique du cas de Vincent Lambert. Nous attendons en effet pour demain l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la cessation des traitements de cet homme vivant dans un état végétatif chronique. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier mercredi à l'UNESCO à l'initiative de la mission d'observation permanente du Saint-Siège et de la Congrégation pour l'éducation catholique. L'objectif de cette rencontre, mettre en relation des acteurs internationaux du monde éducatif et débattre de la place de l'Église catholique. Ils sont professeurs, éducateurs ou même aumôniers. Ce mercredi à l'UNESCO, les voici rassemblés aux côtés de l'Église catholique pour définir l'éducation de demain, un défi qui mobilise la communauté internationale. Le prologue de l'acte constitutif de l'UNESCO dit que par le fait que les guerres naissent dans les esprits des hommes et des femmes, c'est dans les esprits des hommes et des femmes qu'il faut bâtir la paix. Et la première façon de le faire, c'est l'éducation. José María del Corral est argentin. Cet ancien bras droit du pape François à Buenos Aires sillonne la planète pour témoigner de leur vision commune, remettre le jeune au cœur du système éducatif. Primero, es necesario que confiemos en ellos, que confiemos en los jóvenes. Si no hay confianza en ellos, es imposible ningún cambio. El propio Papa Francisco dice, si queremos que el mundo cambie, debe cambiar la educación. Au pupitre de l'UNESCO, le Vatican et la Chine sont côte à côte, une image rare. L'Église catholique est un partenaire privilégié à l'échelle internationale. Elle compte plus de 200 000 établissements scolaires dans le monde. L'Église est experte, pas seulement en humanité, mais experte aussi en éducation, parce qu'elle a toujours considéré la dimension éducative, l'instruction et la formation comme part fondamentale di sua missione. E quando io domando perché lei come non cattolico, non cristiano ha scelto la scuola cattolica, molti mi dicono perché nella scuola cattolica non solo si trasmette il sapere, in scuola cattolica si trasmettono valori, nella scuola cattolica ci sentiamo in una famiglia. 50 ans après la publication de la Déclaration sur l'éducation chrétienne de Vatican II, l'Église catholique réaffirme ici à travers ce colloque à l'UNESCO sa vocation d'outil de paix et de tolérance dans le monde. On va parler bioéthique maintenant. La Fondation et l'Institut Jérôme Lejeune fêtent leurs 20 ans. Depuis sa création, l'Institut Jérôme Lejeune est devenu le premier centre européen dédié à la prise en charge médicale des patients atteints de déficience intellectuelle. Hier, une quarantaine de chercheurs du monde entier étaient réunis à Paris pour visiter le centre de consultation et le centre de recherche, mais aussi pour découvrir les projets en cours. Nous sommes allés à la rencontre du directeur de la Fondation. J'aime bien sûr à souligner que le bénéfice premier que l'on doit à nos patients, c'est de leur proposer un soin thérapeutique ou des soins thérapeutiques pour corriger le déficit intellectuel dont ils sont victimes. Et c'est à ce titre-là que je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir me tourner sur le passé et de dire mais en 20 ans, nous savons non seulement accumuler une somme de données considérable sur la pathologie, mais nous sommes aujourd'hui en train de produire véritablement des projets thérapeutiques dans un court terme, mais également dans un moyen terme. Donc c'est un bouquet de solutions qui seront demain à notre disposition, à la disposition des médecins, pour pouvoir recommander tel ou tel type de traitement thérapeutique à nos patients. C'est évidemment un projet qui était fou il y a 20 ans et qui aujourd'hui devient très concret. On ouvre une page Vatican. La date de la publication de l'encyclique du pape François sur l'écologie a été annoncée aujourd'hui par le Saint-Siège. Elle est prévue pour le jeudi 18 juin. Ce texte est très attendu dans le monde entier. Nous sommes allés à la rencontre d'un prêtre africain qui confie à quel point l'encyclique intitulée Laudato Si sera utile pour son continent. Cette encyclique serait la bienvenue pour nous en RD Congo, pour que nous puissions prendre conscience, sinon affûter, les actions que nous menons dans la lutte contre les dérèglements climatiques.
Depuis un certain temps, cela devient perspectible dans la mesure où, dans le secteur par exemple agricole, on constate une rareté de pluie, une saison sèche prolongée, la perte des cultures et un dérèglement du calendrier agricole. Tout cela constitue, je dirais, des conséquences dues au changement climatique. Et cela est visible, cela est perspectible, cela est vécu par les populations. Et puis le voyage du pape François en Bosnie-Herzégovine s'approche à grands pas. Le Saint-Père s'envolera pour Sarajevo samedi matin. Entre-temps, il a adressé un message vidéo à la population. On l'écoute. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, plus que quelques jours avant le voyage qui m'emmènera parmi vous à Sarajevo. Questo pensiero mi dà gioia e desidero fin d'ora rivolgere il mio saluto più cordiale. Cette pensée me donne de la joie et je souhaite dès maintenant adresser mes plus sincères salutations à vous qui vivez dans cette ville et en Bosnie-Herzégovine. Je viens parmi vous avec l'aide de Dieu pour confirmer dans la foi les fidèles catholiques, pour soutenir le dialogue écuménique et interreligieux et surtout pour encourager la cohabitation pacifique dans votre pays. Mi preparo a venire tra di voi come un fratello messaggero di pace. Je me prépare à venir parmi vous comme un frère messager de paix, pour exprimer à tous, mon estime et mon amitié. Je voudrais annoncer à chaque personne, à chaque famille, à chaque communauté, la miséricorde, la tendresse et l'amour de Dieu. Et je vous invite à revoir l'émission Église du Monde sur la Bosnie-Herzégovine demain vendredi à 17h05. Dès le lendemain de son voyage en Bosnie-Herzégovine, dimanche après-midi, le pape François recevra le président du Venezuela et les présidentes du Chili et de l'Argentine. Mercredi prochain, ce sera au tour de Vladimir Poutine de rencontrer le Saint-Père au Vatican pour la deuxième fois. Église dans le monde, des chiffres impressionnants publiés en début de semaine par une étude américaine. Elle révèle qu'entre 1980 et 2012, la population catholique mondiale a augmenté de 57%. L'Afrique connaît à elle seule une augmentation de 240% de catholiques. En revanche, le nombre de prêtres a baissé de 17%, soit 20 000 en moins. Résultat, la répartition des prêtres à l'échelle mondiale est déséquilibrée, avec une plus grande proportion de prêtres dans les régions où la population catholique augmente le moins. Actualité du Moyen-Orient maintenant. Mardi dernier, Matignon a accueilli une réunion ministérielle restreinte de la coalition internationale contre les islamistes du groupe Daesh. L'œuvre d'Orient s'est félicitée de la tenue de cette rencontre. Elle a toutefois regretté que les minorités chassées par le groupe terroriste n'aient pas été nommées, en particulier les yézidis et les chrétiens. De même, l'association a regretté que ne soit pas mentionnée la plaine dite plaine de Ninive comme une zone prioritaire à sécuriser pour permettre le retour de ces minorités. En France, encore un vol dans une église, cette fois-ci à la paroisse Saint-Michel au Havre. Ciboires et hosties consacrées renfermées dans le tabernacle ont disparu en début de semaine. Hier, l'évêque Monseigneur Brunin a célébré une messe de réparation. Dans son mot d'accueil, il a déploré cet outrage subi par le Christ présent dans la réalité sacramentelle du don qu'il fait de sa vie par amour de notre humanité. Je vous propose de l'écouter encore. Ce soir, dans cette célébration, nous voulons communier au sentiment du Christ, lui qui, jugé, condamné, bafoué et crucifié, ne s'est jamais départi de son attitude de miséricorde et même de pardon à l'égard de ceux qui le bafouaient et le mettaient à mort. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous vous avions déjà parlé sur ce plateau des difficultés rencontrées par la ville de Lyon pour loger des migrants venus d'Europe de l'Est. 160 d'entre eux avaient été expulsés mi-avril d'un bâtiment de l'armée. Aujourd'hui, une manifestation était organisée à l'initiative des mouvements membres de la coordination urgence migrants. Il s'agissait de sensibiliser les autorités sur le sort de ces migrants, relogés une nouvelle fois temporairement par la coordination mardi.
À Lyon toujours, le logement peut être aussi source de lien social. Voilà 1 an maintenant qu'une résidence intergénérationnelle s'est installée dans le quartier de la Part-Dieu. Le concept des logements pour les seniors et pour les étudiants dans le même immeuble, avec la volonté de tisser des liens entre les générations. Ils sont aujourd'hui 30 à occuper la résidence. Plusieurs générations sous le même toit, Robin l'expérimente. Après une année passée ici, cet étudiant en psychologie ne regrette pas son choix. Moi, ça me faisait un peu peur au début, que les voisins se plaignent qu'on fait des fêtes, des choses comme ça. En fait, c'est pas le cas. Moi, ce que j'ai aimé à l'origine, c'est plutôt le côté, vraiment le côté intergénérationnel en fait, et de pouvoir raconter sa journée à des personnes âgées qui nous font des gâteaux, qui nous font une sorte de partage, d'échange que t'as pas forcément dans les grandes villes en général. Ils sont 10 étudiants à vivre dans la résidence aux côtés de 20 seniors comme Germaine. Elle sait qu'elle peut à tout moment demander un coup de main aux autres locataires. Elle non plus, après une année, ne se plaint pas de ce nouveau voisinage. Ils sont extrêmement gentils, il n'y a pas de souci. Moi, on peut causer avec beaucoup de personnes, des personnes différentes, et on s'entend très bien. Les locataires ont aussi instauré des activités et des soirées dans la semaine pour se retrouver tous ensemble. L'idée du foyer est née de constats simples. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes âgées, que dans 5 ans, le chiffre, je crois, va être multiplié par 2 ou 3. Et il faut bien qu'on commence à trouver des solutions. Et d'autre part, on a des étudiants qui sont à la recherche en permanence de logements. Donc, on a pensé que c'était idéal de rapprocher ces deux populations. Les foyers intergénérationnels restent encore rares, mais tendent à devenir des alternatives aux problèmes de logement dans les grandes villes. Voilà, je vous invite à découvrir les titres de la presse chrétienne. Famille chrétienne nous parle cette semaine des miracles eucharistiques. Depuis 2000 ans, les prodiges manifestant le mystère de la présence réelle n'ont pas manqué. L'un est même à l'origine de la fête Dieu célébrée aujourd'hui. Le monde du ballon rond est en crise. Les dernières révélations sur les pots de vin qui s'échangent dans le milieu du football ont renforcé son image délétère. Réforme fait le point. Nous approchons du 200e anniversaire de la bataille de Waterloo. Que reste-t-il de l'héritage du Premier Empire? La réponse dans l'avis de cette semaine. Peut-on être à la fois prêtre et star? Telle est la question que se pose Pèlerin. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des prêtres à la télévision. Le magazine a interrogé certains d'entre eux, dont le père Gilbert et l'abbé Grosjean. C'est l'heure de la chronique du jeudi. Le père Armogat revient sur les scandales qui ont frappé la FIFA et le milieu du football. Je ne suis pas très compétent sur le football, mais je ne peux pas ignorer un sport qui intéresse tant de personnes et surtout tant de jeunes, et encore moins ignorer les aventures rocambolesques de la FIFA, la Fédération internationale de football association, cette fédération centenaire qui organise les Coupes du Monde et qui entraîne des sommes colossales à sa suite, plusieurs milliards de dollars dans les dernières années. Alors, le football français, nous le savons, a connu des épisodes de corruption, mais jamais à l'échelle de ce que nous voyons se produire en lisant seulement, par exemple, un grand quotidien sportif. De surcroît, les accusateurs ne sont pas meilleurs que les accusés. Et l'on voit très bien que des intérêts personnels de grands États s'affrontent. Enfin, l'organisation d'une Coupe du Monde de football est une telle opération que certains États n'hésitent pas à verser de grandes sommes pour obtenir qu'elle ait lieu sur leur sol, surtout lorsqu'ils ont mauvaise conscience sur les droits de l'homme, par exemple. Alors, que le sport devienne un sport spectacle, qu'il charrie des milliards de dollars à sa suite, voilà qui ne va pas dans le sens d'une plus grande clarté, d'une plus grande honnêteté. J'ajoute que je suis surpris de voir comment les supporters sont naïfs quand ils crient au complot et qu'ils ne se rendent pas compte que des pratiques véreuses de corruption sont trop courantes dans un milieu qui charrie certainement trop d'argent. Alors, je crois
que le sport peut être quelque chose de beau et de propre, et je souhaite que ces aventures et ces mésaventures puissent permettre de nettoyer une activité qui devrait être si belle et si forte, si poignante pour tant de jeunes, et dont il convient de chasser et la violence et la corruption. Merci Père et à très bientôt. Place au dossier, je vous retrouve la semaine prochaine. La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme rendra demain à 11 h son arrêt dans l'affaire Lambert et autres contre France en audience publique au Palais des droits de l'homme à Strasbourg. L'affaire concerne l'exécution de l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par le Conseil d'État autorisant l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation du jeune tétraplégique vivant dans un état végétatif chronique. Pour réagir à la façon dont cette actualité est couverte ces dernières années, je suis heureux d'accueillir Isabelle de Golemin, rédactrice en chef à La Croix. Bienvenue. Bonsoir. Et Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bienvenue Louis. Alors, première question, réponse brève. L'affaire Lambert a commencé donc en 2008. On connaît la capacité des journalistes à parfois se lasser de certains sujets qui traînent. Alors, en faisant abstraction de la personne de Vincent Lambert, est-ce que vous êtes encore intéressé par cette affaire ? Oui, parce que le jugement, quoi qu'on en pense, va faire jurisprudence. C'est-à-dire que soit la Cour européenne des droits de l'homme, elle conforte le Conseil d'État, et dans ce cas-là, finalement, elle dit que la jurisprudence Leonetti est une bonne jurisprudence et peut même être étendue dans d'autres pays d'Europe, soit elle va à l'encontre, et là, effectivement, elle remet un peu en question l'ensemble du système qui s'est bâti en France autour de tous ces problèmes de fin de vie, de soins palliatifs, etc. Et Louis, encore curieux de cette affaire ? Oui, parce que c'est la première fois qu'il y a des requérants qui s'opposent à une disposition devant mettre un terme à la vie de quelqu'un, donc il y a un caractère insolite. Et puis il y a la saga familiale, évidemment, qui a considérablement joué en matière de mise en scène médiatique. C'est indiscutable, même si nous n'avons pas particulièrement versé dans ce type de scénario. On va en reparler plus dans le détail. Justement, avant de parler de la façon dont chacun a traité ce sujet dans ses colonnes et sur ses ondes, que pensez-vous de la façon dont ça a été traité globalement dans les médias, cette histoire ? Ce qui est un peu terrible pour toutes ces histoires, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est un peu le même problème. Il y a un cas particulier. De ce cas particulier, il y a une grande, effectivement, médiatisation. Et à partir de là, le législateur s'empare de ça et va légiférer. Et donc, on part du cas particulier pour ensuite aller à la loi, alors que ça devrait quand même être l'inverse. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une médiatisation outrageuse, etc. Ceci dit, le fait que la famille était divisée a beaucoup contribué à ça. Et du coup, ça fait des gens qui ont pris parti pour les uns, d'autres pour les autres. Eux-mêmes, finalement, ont fait un peu de leur combat quelque chose d'idéologique. Donc, du coup, ils ont prêté le flanc à cette médiatisation. Même analyse, Louis ? Oui, la médiatisation a été partie intégrante de l'histoire, puisqu'à partir du moment où il y avait une situation de blocage, et qu'il fallait recourir à l'étape judiciaire, il y a une partie qui a décidé en fait de porter l'affaire à la connaissance du public, et par conséquent, on ne peut pas dire que ce soit les médias qui se sont impliqués contre l'affaire. C'est un va-et-vient et c'est un jeu, j'allais dire c'est un jeu à somme nulle, mais c'est un jeu où tout le monde se tient. Il y a quand même un côté un peu présentation de faits divers. En gros, c'est la maman et puis c'est la bru, pour schématiser. C'est ceux qui sont par amour pour le bonhomme qu'il soit tué, qu'il termine sa vie plus tôt que prévu, contre en face cette maman et ses blocages. Alors elle est présentée comme catholique intégriste, donc tout de suite ça a été un peu une étiquette qui lui a été quand même collée dessus et qui a un peu faussé le débat, vous ne trouvez pas ? Oui, non, c'est sûr, il faut se méfier des étiquettes. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire, elle dit beaucoup de choses sur la France, sur notre société. Parce que, finalement, ce qui se passe, c'est que Vincent Lambert, il ne peut pas parler, il est pas conscient, mais on parle beaucoup de lui. Parce qu'il y a à la fois un problème de famille, des familles déchirées, des familles qui ne s'entendent pas. Il y a un problème d'aujourd'hui, jusqu'où faut-il maintenir la vie avec les nouveaux moyens. Il y a un problème aussi de soins palliatifs. C'est-à-dire quand même ce qui est en jeu aussi, puisqu'il y a plus de 1500 personnes aujourd'hui qui sont dans cet état-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Comment est-ce qu'on leur assure
des conditions de vie dignes. Et puis aussi un problème de confiance. Et ça me paraît très important. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens n'ont plus confiance dans les médecins, dans les autorités. Et on voit qu'il y a une contestation permanente. Alors je pense que pour les médecins, c'est assez compliqué à vivre, mais je pense que c'est un peu inévitable. C'est-à-dire que de plus en plus, leur avis d'expert, leur expertise est remise en cause. Donc je crois que ça dit beaucoup finalement de là où on en est aujourd'hui. Alors, Vincent Lambert est encore conscient, hein, mais c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi il a conscience, on n'arrive pas à communiquer avec lui. Le côté intégriste vous a un petit peu surpris, le fait de de présenter ça comme ça, hein. Oui, écoutez, ce sont souvent les médias qui caricaturent. Je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, Viviane Lambert, en tout cas sur notre antenne, quand on l'a reçue, Viviane Lambert a clairement dit pour son livre. Voilà, qu'elle réagissait comme une mère et que l'étiquette religieuse avait peu d'importance. Moi, j'ai par exemple, c'est vrai, une dépêche AFP sous les yeux qui dit « Mais ses parents, catholiques traditionnalistes, s'y opposent ». Donc ça a l'air de dire que parce que, de faire un lien de cause à effet. Je ne suis pas sûr que ce soit tellement lié. Je n'en sais rien. On va dire, moi j'ai exactement le même avis qu'Isabelle sur le sujet. Il ne faut pas mettre d'étiquette. Et puis, il ne faut pas polluer le débat par un certain nombre de biais. Il y a d'autres biais d'ailleurs. Il y a des biais sémantiques aussi. Le fait d'employer le mot végétatif est quand même contestable parce que l'état de conscience minimale, post-relationnel n'est pas. Déjà, végétatif, c'est une forme de réduction à une chose. Et puis le mot soins palliatifs aussi, parce que l'argument, évidemment, c'est de dire qu'il n'est pas en fin de vie, il est handicapé. Alors que fait-il d'ailleurs? Quel rapport avec les soins palliatifs, d'une certaine façon? Il n'y a pas de rapport, il n'est pas malade, il est handicapé. Donc il devrait peut-être être d'ailleurs dans une autre unité. Pour rebondir sur ce que disait Isabelle juste à la fin, sur l'avis du médecin qui est déconsidéré, c'est sans doute vrai. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à la lumière des propos qu'on a pu avoir avec entretien avec le docteur Carrégère, qui s'est occupé de lui, c'est quand même la toute-puissance aussi du médecin. Parce que mine de rien, il se retrouve face à une famille qui est extrêmement éclatée. Quelle est la personne référente qu'il faut prendre dans la famille? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est la fille? Donc déjà, et puis la décision médicale, finalement, elle relève quand même de... c'est lui qui est souverain. Donc ça, c'est la loi Leonetti version 2005, ça. Il est souverain, mais justement, là le droit et le juge est arrivé finalement un peu en contradiction avec ça. C'est la procédure et la réponse à la souveraineté du médecin, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, mais il est souverain parce que la famille est désunie. Ce qui est terrible quand même, c'est il faut quand même dire d'abord qu'il y a beaucoup de souffrance, et je crois qu'il faut respecter... Et voilà, et ne pas cacher la souffrance aussi bien de sa femme que de sa mère. Il y a une souffrance terrible et qui est là, et qui est toujours là. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut en tenir compte. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a une désunion de la famille. Donc, c'est sûr que la loi Leonetti, elle peut être une bonne réponse quand la famille est unie, quand il y a quelque chose. Et là, on voit bien mais là encore, c'est assez de notre époque. Des familles désunies, des familles qui ne cachent pas leurs différends. Alors pour revenir sur les médias, est-ce que vous avez trouvé que certains d'entre eux étaient un peu poussés au crime? C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est toujours pareil sur ces problèmes d'euthanasie. Voilà, il y a ceux qui, au nom d'une sémantique tout à fait fausse, qui est le droit de mourir dans la dignité, mais tout le monde veut mourir dans la dignité. Je veux dire, c'est pas le problème. Et donc qui vont y aller, qui vont reprocher le manque de dignité. Donc effectivement, il y a des gens qui vont prendre parti, alors que ce n'est qu'un cas particulier. Et ce qui est intéressant dans le Conseil d'État, quoi qu'on en pense, même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est qu'il dit bien, c'est un cas particulier, et ce qu'il dit ne vaut pas pour l'ensemble des cas. Donc là, il a vraiment pris en considération l'ensemble de l'affaire, ce qu'avait dit avant Vincent Lambert, etc. Ça ne vaut pas pour tout le monde. Donc les médias doivent faire attention à ça et vraiment le traiter comme un cas particulier. Alors comment vous avez fait, vous, à la Croix, là, depuis le début de cette affaire, pour parler justement de ce cas? Je crois qu'on a d'une part journalistiquement donné, comme Radio Notre-Dame, donné la parole effectivement à toutes les parties, aux médecins, etc. Et ensuite, éditorialement, évidemment, la Croix, qui repose sur des valeurs chrétiennes, et s'oppose farouchement à l'euthanasie, et donc n'arrête pas de dire attention, ce n'est qu'un cas particulier, ne tirons pas des conséquences, attention à ne pas aller trop loin, où est-ce qu'est la limite, effectivement, qu'est-ce qu'on appelle ou pas la conscience, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la conscience ou pas la conscience, et surtout, il y a un problème de dignité, et peut-être aussi de vulnérabilité. C'est ça qui est compliqué dans ces histoires, parce qu'on va parler de dignité, de mourir dans la dignité, mais en fait, ce sont le problème, c'est qu'on a des gens souvent qui sont très vulnérables. Donc qui va décider à leur place? Et on sait bien que pour des gens qui sont très entourés ou qui ont pris consciemment des décisions, des directives anticipées, il y a beaucoup de gens qui vont mourir dans la plus grande solitude. Et cela, on fait quoi? Oui, puis aussi, est-ce qu'il y a une alternative entre être en bonne santé et être mort?
C'est compétent entre les deux. Quel point, justement, dans toute cette couverture médiatique, est-ce qu'il y a des points en particulier que vous regrettez qui n'aient pas été traités ? Moi, je dirais justement déjà l'aspect sémantique, je pense qu'il est quand même très important, parce qu'on peut en tirer quand même des leçons d'ordre général qui peuvent s'appliquer à d'autres affaires. Sur le cas particulier, moi je suis tout à fait d'accord pour maintenir cette ligne, ça va de soi, et toute exploitation en fait se retourne contre la famille d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a un caractère indu à vouloir faire un cas général d'un cas particulier, malgré tout. Et les points qui n'ont pas été traités, c'est peut-être... écoutez, je ne sais pas, je dirais... Après, c'est très compliqué, moi je trouve, vous voyez par exemple sur la combinaison familiale et toutes ces histoires, il y a une forme de pudeur, de retenue... moi, je ne me suis pas hasardé sur ce terrain-là, et pourtant, c'est sans doute un élément explicatif qui est quand même clé. Donc, j'aurais tendance à dire, moi, je ne ferai pas de reproche aux confrères. Je dirais simplement qu'il faut raison garder en maintenant, en se gardant de, si je puis me permettre cette répétition, en se gardant de toute exploitation. C'est l'exploitation que je trouve extrêmement dommageable. Bon, eh bien écoutez, merci à tous les deux pour votre présence. On va suivre donc le résultat de l'arrêt qui va être prononcé demain. Bien, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée à tous.